Bonjour, bienvenue, je m'appelle Alexandra Fortier. On va commencer avec une petite activité que j'appelle Petit Bonheur. Ce que je vous invite à faire, c'est de sortir votre téléphone avec des photos. Si vous avez un téléphone de travail qui n'a pas de photos, mais que vous avez un téléphone personnel ou le téléphone de votre conjoint ou de votre conjoint que vous avez subtilisé et qu'il y a des photos dessus, sortez-le. Sinon, sortez votre portefeuille, puis des vieilles photos vintage comme on avait dans le temps. Donc, je vous invite de sortir une photo qui vous rend heureux ou heureuse et la montrer à la personne à côté de vous et de dire pourquoi cette photo-là vous rend heureuse. Regarde tout de suite, je ne suis même pas obligée de finir mes instructions, elles sont déjà en train de montrer. Donc, on va passer une grosse minute là-dessus, peut-être 30 secondes, c'est pas très long. Si vous n'avez pas de photos, je peux vous montrer les photos de mes enfants, je vais être très, très, très contente de le partager. Bon, bien, je vais nous ramener. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Je me suis dit, après dîner, les gens vont être fatigués, ça va faire « Ah, hi-hi ». Clairement, non. Donc, je vais être obligée d'aller voir ceux qui dérangent un peu plus. Oh! Ah, je me suis fait avoir. Donc là, je vais me diriger vers les gens qui n'écoutent pas, qui est toute la salle, en fait. Vraiment, c'est le délire. On va juste continuer. Allô, ça va bien? Oui, clairement. Ça a eu plus de succès que je m'attendais. Alors, ce fut ma toute première expérience avec cette activité-là. Je vais l'intituler « Le grand bonheur ». Clairement, il y a beaucoup plus d'interactions que je croyais. C'est une première, c'est un succès. J'aime beaucoup cette photo-là parce que dorénavant, c'est comme ça que je me sens, je ne vois plus rien. Quand mes enfants ils me montrent une photo sur quelque chose, « Ah, attends, on va prendre des bonnes distances. » Mais clairement, ici, tout le monde a une super bonne vision, l'interaction est bonne. Parfait. Aujourd'hui, l'aperçu de notre atelier, on va faire une petite mise en scène. On va parler d'équilibre versus intégration. On va parler de promouvoir sa résilience. On va parler aussi de qu'est-ce qu'on sait versus qu'est-ce qu'on fait. Et aussi, on va commencer à planifier notre plan de match. Le but d'aujourd'hui, je ne sais pas si Nadine vous en a glissé un mot, mais l'ADFO a créé des capsules pour ses membres. Et les capsules vont traiter de différents sujets. Je vais vous montrer quelques parties, quelques clips de ces capsules-là pour vous donner un peu appétit par rapport à ce qui s'en vient pour vous. Mais d'abord, quelques gentils rappels. Je ne veux pas réinventer la roue. Soyons axés sur nos forces. C'est vrai pour nos jeunes, c'est vrai pour notre staff, c'est vrai pour nous. Donc, quand des fois la vie arrive et qu'on se sent submergé, ce qui arrive à tout le monde, on tend à oublier qu'on en a des forces. Puis les forces, c'est ça sur quoi on peut puiser. On les a tous, mais des fois, on ne les voit plus. Donc, c'est de se rappeler, quand ça va bien, c'est le temps de se rappeler, faites-vous une liste, cachez, ce que j'ai fait, vraiment la technologie, c'est super. Dans vos téléphones, prenez-vous une note de 3, 4 de vos qualités ou des choses pour lesquelles, dont vous êtes fiers. Puis quand ça va moins bien, ressortez-le, parce que vous allez vous dire, ça c'est un message de moi-même à moi-même, quand j'allais bien, pour dans les moments où que je vais moins bien, pour se le rappeler. Vous n'allez probablement pas vous croire, mais étant donné que c'est vous, tu sais, quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, on a souvent l'habitude, adolescente, de se rouler les yeux et faire « Mais si c'est une note de nous-mêmes à nous, il y a plus de potentiel qu'on se croit. Le cordonnier mal chaussé, je le répète à tour de bras, et spécialement avec des directions et des directions adjointes. Quand on reçoit des bonnes idées, des bonnes stratégies, je vais ramener ça à mon école. Mon tel staff, je sais qu'il pourra en bénéficier.
Ma conjointe, mon Dieu, vraiment, décidément, pourrait bénéficier de cette stratégie, qui est toute vraie. Même vos élèves vont pouvoir en bénéficier. Cependant, avant de faire la cascade jusqu'à tout le monde qui en aurait besoin, l'objectif aujourd'hui, c'est d'attendre puis de se l'approprier, de voir de quelle manière je peux, moi, d'abord et avant tout, m'approprier les stratégies qu'on va discuter aujourd'hui. C'est la liaison entre reconnaître l'importance de votre rôle. Un gros merci. Ce midi, j'ai vu quelques personnes clés avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. J'ai eu maintenant des directions adjointes qui sont rendues directions adjointes, qui étaient l'enseignant de mes enfants, des directions de mes enfants qui sont dans la pièce. Et vraiment, vous faites une très grande différence, vous n'avez pas idée. Je suis émue. Je vais arrêter. Mais la communauté se tourne vers vous, puis que vous le savez ou vous ne savez pas jusqu'à quel point, mais une direction, c'est la mire. Donc, ce que vous allez adopter, oui, mais positive, c'est une mire positive. Ça a plein de bons potentiels. Quand ça réagit ici, il faut vraiment clarifier que c'est très positif. Mais c'est ça, on ne parle pas rien de légal, très beau. Très positif. Donc, il est vraiment essentiel d'adopter, de modéliser des habitudes saines. Donc, on va se l'approprier, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que parce que les gens nous regardent aller en tant que leader, si on dit c'est vraiment important de dormir, si aujourd'hui je vous disais c'est vraiment important de dormir, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je dors très, très mal pour des raisons que j'ai choisies. J'ai choisi de faire un doctorat à temps plein pendant que je travaille à temps plein. Alors, le moment de sommeil de disponible est très peu. Donc, si je vous dis c'est important de dormir, vous allez dire, tu sais, Alexandra, avant de me dire que c'est important de dormir, ça serait le fun que tu dormes. Effectivement. Donc, quand vous allez dire à votre équipe, c'est important X, Y, Z, mais que vos habitudes ne transposent pas le même message, bien, les gens vont le remarquer. Donc, en adoptant ces habitudes-là, ça va avoir une influence non seulement au niveau de votre vie professionnelle, personnelle, mais vraiment toutes les sphères. Donc, la mise en scène. On a fait le gentil rappel. La mise en scène, c'est les données de la superbe étude du Dr. Pollock, que je vous ai déjà parlé et qu'on va faire un survol. Si vous n'êtes pas déjà familier avec ces données-là, c'est vraiment un rapport excellent qui a été commissioned, je m'excuse, je ne trouve pas le mot en français. Mandaté. J'avais commissionné, puis ça ne sonnait pas bien, là, merci. OK, fait que t'es mon go-to, mes mots. Qui a été mandaté par OPC. Et voici les données qui ont été soulevées, qu'au niveau de l'équilibre, selon les directions et les directions adjointes, la majorité trouvait que rarement ou jamais ils réussissaient à trouver justement cet équilibre-là dans leur travail et dans leur vie. Les directions se sentent obligées de travailler, dans 72 des cas, ils se sentent obligés de travailler des très longues heures. Puis quand on parle de très longues heures, c'est en moyenne 60 heures par semaine. Puis ça, c'est vrai, pas juste en Ontario, puis c'est pas juste au Canada, pas juste en Amérique du Nord, mais pas mal c'est une donnée qui est internationale. Donc, les directions d'école puis les directions adjointes travaillent de très longues heures. Les défis que rencontrent les directions d'école, justement, à tous ces niveaux-là, mais ce qui est le fun, c'est qu'on a ces données au niveau de l'Ontario, donc on n'est pas obligé de dire, oui, mais ça, c'est les Américains, c'est pas pareil. Non, c'est nos données. Le rythme, l'intensité, le volume du travail est très exigeant, puis les directions ont de la difficulté, les directions adjointes ont de la difficulté à maintenir le rythme. Donc, les solutions que souvent les directions trouvent, bien, je vais travailler plus. Je n'arrive pas à tout rencontrer les différents dossiers que j'ai besoin de faire, etc. Salut. Excuse, il y avait une photo. Tu prends toujours d'occasion, non? J'ai un peu le TDAH quand je suis désolée. Squirrel, s'il y a des gens ici que... mais on s'adapte avec l'âge, donc il y a vraiment du positif avec ça. Vraiment, le message, c'est que les directions disent... Oui, exactement comme ça. Les directions ont de la difficulté à tenir le coup avec le sheer rhythm, le rythme du travail. Malgré ça, quand même, 91 et 92 des directions croient que leur travail vaut la peine. Puis aussi, ils trouvent que l'environnement dans lequel ils travaillent, sont chanceux de travailler dans cet environnement de travail-là. Donc, malgré les défis, ça paraît que c'est un travail qui est une vocation.
On y croit à ce travail-là. Puis je suis contente que vous y croyez parce que honnêtement, c'est tellement un rôle important. Donc, quand on pense à équilibre, on pense, bien, je devrais passer autant de temps avec ma famille que je passe autant de temps au travail. Heureusement que le Harvard Business Review a dit, il y a eu un article, puis depuis ce temps-là, il y a beaucoup plus d'intérêt. Ce n'est pas une question d'équilibre, mais d'intégration. On n'est pas deux individus différents. Je ne suis pas Alexandra d'une telle façon à la maison, je ne suis pas Alexandra différente au travail. Demandez aux gens qui me connaissent, je suis pas mal assez constante, peu importe où est-ce que je vais. D'ailleurs, un petit fait cocasse, j'ai souvent des rencontres à la maison, puis mon mari avait un appel téléphonique, un meeting à la maison le soir, puis mon fils, il dit, « Papa, il dit, c'est drôle, tu as un drôle de work-laugh. » Puis il dit, « Comment ça, work-laugh? » Il dit, « Je sais pas. » Il dit, « Ton rire, il c'est pas pareil. » Puis là, fait que là, mon mari, un peu outré, il dit, « Bien là, un instant, maman aussi, elle a un work-laugh? » Non, c'est pas mal pareil comme à Carrie d'habitude. Fait que c'est important, quand on parle d'intégration, c'est d'être authentique, peu importe dans quelle sphère qu'on est, puis de comprendre qu'il se peut que je prenne un appel le soir, mais c'est correct. Je vais prendre du temps de qualité avec toi dans un autre moment, puis on va y revenir. Donc, on pense plus à l'intégration, de reconnaître ce qui signifie le succès pour vous, puis aussi de reconnaître ce sur quoi vous avez du contrôle, puis ce sur quoi vous n'en avez pas. Puis ça, vous allez probablement m'entendre parler de ça avec outrance, puis je m'en excuse, mais des fois, on ne dort pas la nuit pour des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Zéro contrôle, mais pourtant, ça préoccupe notre esprit tout le temps. Si on prenait une partie de cette énergie-là, tu sais, quand je dis lâcher prise, je ne sais pas s'il y a des gens qui vous ont déjà dit, « Bien, voyons, lâche prise. » Avez-vous déjà essayé de lâcher prise? C'est pas aussi facile que ça n'a de l'air. Mais on a quelqu'un dans les capsules qui en parle justement de stratégie, comment prioriser justement qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce que le conflit vie-travail? Donc, quand on sent un conflit, quand on sent qu'on est en déséquilibre, même si c'est une question d'intégration, on peut quand même se sentir mal avec la charge et le poids que notre travail nous occasionne, puis ça a comme un effet dans notre vie personnelle. Mais ce qui est aussi intéressant, quand on pense à intégration, ça peut être l'inverse aussi. C'est ça qui est important à comprendre. Parfois, le travail va super bien, on roule, même si c'est 60 heures, je pourrais dormir à l'école, j'aime tellement ça, j'aime mon équipe, j'aime mes élèves, mais à la maison, ça ne va pas bien, ma relation ne va pas bien, mes enfants, ils spiral, j'ai mon adolescente qui, des fois, est un peu plus hormonale que d'habitude, c'est comme, c'est vraiment une transition intéressante. Puis ces effets-là peuvent avoir une répercussion sur comment on se sent au travail aussi. Donc, le conflit se vit de tout bas, de tout côté. Puis ça se vit de deux façons. C'est soit des effets tangibles, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de ressources, mon horaire est chargé. Donc, c'est des choses pratico-pratiques tangibles. Mais ça peut être aussi perceptuel. Ça peut être comment que je me sens dans la situation. Quand on est en forme, tu sais, tu as l'attitude « bring it », mais quand on ne se sent pas en forme, les choses paraissent plus difficiles. C'est comme si on avait un voile vraiment lourd sur la tête, qu'on essayait de nager au travers de la boue dans les moments de fatigue. Donc, notre perception devient biaisée. Donc, c'est dans ces moments-là qu'on a plus de potentiel de conflit. Est-ce que l'intégration vie-travail est la même pour tout le monde? Oui. Pour être puis nous sentir optimal au travail, dans notre vie, on doit adopter des stratégies qui vont nous aider à les atteindre. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais est-ce que l'intégration vie-travail est la même pour tout le monde? Non. Donc, on a tous une histoire différente, on a tout un contexte familial différent, on a tous des priorités différentes, l'importance qu'on accorde au travail est différente. Puis le concept d'intégration, il n'est non pas la même pour un homme et pour une femme, même en 2017. Souvent, la responsabilité familiale revient à un membre du couple. Et souvent, si c'est un couple hétérosexuel, ça tombe sur la responsabilité d'une femme. Donc, ça rajoute un poids. Donc, à deux personnes égales, à deux personnes qu'on se dit qui ont le même rôle, deux directions d'école avec une école équivalente, notre baromètre va différer. Pourquoi cette personne-ci est en train de sombrer et pas celle-là?
bien, on n'a peut-être pas le même bagage non plus. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à laquelle tenir compte. Puis ça peut nous aider aussi dans notre compassion, parce que souvent, on peut avoir le default mode. Ce que vous savez probablement, mais que je vais vous réitérer, vous êtes des overachievers. Donc, si on regarde la courbe normale, vous êtes des gens qui sont déterminés, vous avez un objectif de carrière, vous avez un drive, puis habituellement, vous êtes un groupe qui est relativement compétitif, ce que j'apprécie énormément. J'adore la compétitivité des directions d'école. Puis souvent, on compare les autres avec nous, en voulant dire, je ne comprends pas pourquoi cette personne-là, elle ne se relève pas de ça. Là. Voyons, pourquoi tu es si triste, ça? Tu es capable? Moi, j'ai vécu une situation similaire, puis je me suis redressée. Il y a une courbe normale pour une raison. Vous êtes au niveau des plus performants. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités que vous. Donc, encore une fois, c'est de se rappeler ça pour vous-même, pour la compassion auprès de vous-même, mais pour aussi, quand vous vous comparez à d'autres, rappelez-vous, oups, sa courbe normale, on n'est peut-être pas on n'est peut-être pas situé sur le même, même endroit. C'est si simple comme mot, mais ça ne me venait pas. Donc, comment savoir si j'ai une bonne intégration de la vie-travail? Donc, tenez compte de votre baromètre perceptuel. Est-ce que vous êtes satisfait avec votre situation actuelle? Posez-vous la question, je suis contente? La qualité de mon travail, j'ai-tu l'impression que j'ai les ressources à accomplir ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis satisfait avec mon ballon entre famille-travail, travail-famille? Est-ce que vous avez un rôle d'aidant naturel? Puis quand je parle d'aidant naturel, est-ce que j'ai besoin de prendre soin des parents qui se font vieux puis que je dois m'occuper d'eux? Est-ce que j'ai des enfants extraordinaires, mais qui présentent certains défis? Est-ce que j'ai un conjointe qui est malade, etc. Donc, si je trouve qu'en tant qu'aidant naturel, ce n'est pas un volet de ma vie qui vient me chercher, bon, bien, non, je suis satisfait. J'ai l'énergie que j'ai besoin sur mon baromètre. Je suis très dans le vert. Comment je fais pour savoir si j'ai une mauvaise intégration? Servez-vous du même baromètre. Donc, est-ce que je manque de temps? Est-ce que je me sens en surménage? Est-ce que je suis stressée? Puis quand je pense à être stressée, je commence à avoir différents signes et symptômes qui me disent « Oups, je suis peut-être dans ma zone rouge ». C'est important de savoir que dans une vie, dans une année, dans un mois, même dans une journée, notre baromètre peut changer. Puis c'est de voir comment on réagit dans ces différents moments-là. Donc, moi, quand je suis dans la zone verte, je suis une personne, puis je le remarque surtout dans mon rôle de mère. Je le remarque moins, puis ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Ça a l'air de quoi dans mon rôle professionnel? Mais je le vois très clairement depuis toujours dans mon rôle de mère. Quand je suis dans le vert, je dis oui. « Oh mon Dieu, maman, on va-tu au parc? On va-tu faire un pique-nique? On va-tu faire un road trip? » Hey, oui, c'est super le fun. Quelle bonne idée. Quand je suis dans le jaune, je commence à dire non. J'aimerais ça qu'on puisse manger avant, je vais faire le souper. As-tu fait tes devoirs? Peut-être tantôt. Donc, je commence à être un peu plus hésitante. Quand je suis dans le rouge, je commence à inventer des règles. J'ouvre le frigidaire. Qui a mis le lait en arrière du jus? Sérieusement, qui a fait ça? Bien, maman, non. Moi, je suis allergique au lait. Puis là, je ne suis pas capable d'accéder au jus directement. Ce n'est pas important dans la vie de personne, mais tout d'un coup, pour moi, ça devient important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une conversation très ouverte chez moi, puis mes enfants, quand ils me voient commencer à inventer des règles, « Maman, tu veux-tu faire tes exercices maintenant ou tantôt? » D'accord, j'y vais de ce pas. Alors, il faut rendre ça drôle parce que c'est pas le fun pour personne quand maman est dans le rouge. Alors, les signes et symptômes, de quoi ça a de l'air quand on est en mode stress? Puis encore une fois, c'est pas une question de si ça va m'arriver, c'est une question de quand. Ça fait partie de notre job, c'est correct. Puis c'est aussi de comprendre que quand on a de la difficulté, c'est pas grave. Mais si tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas grave, bien, on va être capable de mieux s'appuyer dans ces moments plus difficiles, puis on va être capable d'utiliser de l'humour pour adresser cette zone rouge-là. Donc, quand on pense au niveau de stress chronique, plus des longues heures de travail, qu'on sait que tout le monde ici fait, donc ça, c'est déjà quelque chose qui s'ajoute automatiquement à votre calcul. Puis si, en plus, on néglige de prendre soin de soi, bien là, on va tendre vers des stratégies d'adaptation malsaines. Donc, on va trop manger de malbouffe. Parce que je pense qu'il n'y a jamais personne qui a dit trop manger de carottes, c'était problématique, là, mais trop manger de malbouffe, excès d'alcool.
Donc, encore une fois, prendre un verre par jour, c'est pas un problème. Ça devient problématique quand il est 9 h du matin et qu'on se dit « Oh mon Dieu, j'ai vraiment hâte à mon verre de vin rouge ce soir, il est 5 h quelque part dans le monde. » Trop de café. Je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Je l'ai écrit parce qu'il est écrit dans la littérature, mais, écoute, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je refuse. Fumer, abuser des drogues illicites. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ceux-là, on en entend parler depuis des années, mais ce qu'on ne pense pas, c'est les jeux vidéo, l'Internet, la TV, comment on sert de ça pour s'engourdir, pour décrocher. Mais quand on le fait à l'excès, quand que ça nous empêche de rentrer en relation parce qu'on est juste sur nos écrans, ça devient problématique. Le stress et les stratégies d'adaptation passive, ce que ça devient comme une cascade. Donc, une fois qu'on commence à avoir ces symptômes-là, bien, on peut avoir plus de fatigue, vivre de l'insomnie, on peut prendre du poids. Il y a certaines personnes qui souffrent d'obésité en raison du stress chronique. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir des troubles de poids, on pense aux hormones, etc. Mais dans ce cas-ci, je parle spécifiquement par rapport au stress chronique. On peut avoir des maladies physiques qui en résultent et aussi des maladies mentales, la dépression, l'épuisement professionnel, l'anxiété, etc. D'ailleurs, ça fait partie de vos clips. Ça, c'est sans compter tous les effets aussi au niveau de la santé. Donc, une privation chronique de sommeil ou une dette chronique de sommeil, c'est associé à une augmentation du risque de développer des troubles anxieux, de développer un épisode dépressif. Et on sait maintenant que c'est associé à la prise de poids, à l'obésité, au diabète. Donc, la liste s'allonge. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant avec ce segment-là, c'est que ça vient démontrer qu'est-ce qui vient avant dans les effets, la poule ou l'œuf. Donc, on vit de l'insomnie parce qu'on vit trop de stress, puis on a tous les symptômes qui peuvent en découler, mais après ça, si on vit trop d'insomnie, ça l'ajoute à la liste, donc ça devient comme un cycle vicieux. Voyez les signes et symptômes comme étant vos drapeaux rouges. Tu sais, quand je parle là, dans ma zone rouge, là, ça a l'air de quoi? Bien, regardez, si comme vous avez particulièrement des migraines, si vous avez des tensions au cou, aux épaules, si vous avez des nausées ou des pertes d'appétit, mal au ventre, grincement de dents, maux de dos, etc. Des symptômes psychologiques comme des difficultés de concentration, perdre son sens de l'humour, difficulté à prendre des décisions, puis le cerveau qui roule à toute vitesse. Mais roule à toute vitesse, pas comme Nadine qui est capable de faire 800 affaires tout en même temps, mais plutôt roule à toute vitesse que mes idées sont même plus claires. Donc ça peut être des drapeaux rouges pour vous. Puis je vous invite à penser, vous, qu'est-ce qui vous dérange personnellement? Parce que moi, il y a certains de ces drapeaux rouges-là qui ne me dérangent pas du tout. Mais il y en a d'autres pour qui ça vient vraiment me chercher. Comme grincement de dents, ça ne me dérangeait pas aucunement. Même si mon dentiste me disait « Alexandra, tu vas te ramasser avec des dentiers parce que vraiment, tu grinces des dents. » Je ne le croyais pas jusqu'à temps que j'ai mangé mon mouth guard 2 fois. OK, peut-être que je grince des dents. Mais encore là, c'est pas ça qui va faire en sorte que hey, là, je vais agir, je grince des dents. Non. Je vais juste m'acheter des plus gros mouth guards. Mais quelque chose qui, moi, me dérange, une chose que j'aime, une de mes qualités que je peux m'écrire dans mon téléphone, c'est que j'ai une super bonne mémoire. Quand je commence à oublier des choses où je suis en train de te parler, puis je suis comme, attends, là, je suis au milieu d'une phrase avec une super bonne idée, puis j'ai aucune idée c'est quoi je suis en train de te dire. Ça, c'est un très, très important drapeau rouge, mais malheureusement, ce qui est intéressant avec nos drapeaux rouges, c'est qu'ils deviennent de plus en plus gros jusqu'à temps que tu te réveilles, fais quelque chose. Ça fait un bout de temps que je suis en train de te le dire, puis tu ne réagis pas, fait que je vais venir là où est-ce que le bas blesse. Donc, quand je suis rendue que je commence à perdre la mémoire, ça fait déjà un bout de temps qu'il aurait fallu que j'écoute mes drapeaux rouges. Puis on s'entend, je suis très ferrée dans le domaine, mais je ne suis pas à l'abri de ça. On est dans une profession aidante. Ça arrive à tout le monde. Des symptômes émotionnels, être nerveux, irritable, apathique, pessimiste, frustré, perte d'estime de soi, anxieux, impatient, etc. Je me vois facilement avoir Malheureusement, je réserve ces belles émotions pour ma famille parce que je me sens en sécurité. Ils vont m'aimer. Mais c'est pas plus simple. Puis des fois, on l'adopte au travail, mais on ne s'en rend même pas compte qu'on contribue à ça. Puis encore une fois, quand tu es un leader, les gens
we set the tone. Tu sais, on crée le pouls pour notre environnement. Donc, c'est toujours important de prendre un moment puis de réfléchir comment que je suis présentement. Bien, je viens de parler de cette slide-là. Donc, vraiment, de la façon que notre stress va résulter non seulement pour nous, mais va avoir un incident aussi sur l'environnement de travail, l'environnement familial, mais aussi, vu qu'on parle d'intégration, je suis mon outil de travail, l'inverse est vrai. Donc, si je suis affectée par ce qui se passe à la maison, ça va être vrai aussi pour le travail. Ça risque de se résulter au travail. Mais il y a du bon stress. Il ne faut pas penser que le stress, c'est que négatif. Puis là, je sais que c'est vraiment déprimant. Là. Je vous ai fait rire avec des photos. Là. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. C'est un petit pick-me-up bientôt. Mais qui ici a senti, je suis sûre que tout le monde va être d'accord, là, mais quand on est in the zone, tu sais, quand on travaille, on accomplit en 4 heures l'équivalent d'une semaine de travail. Des moments de même, là, je ne sais pas pour vous, là, mais je les prendrais à toutes les secondes de ma vie. C'est la zone optimale, puis on voudrait donc continuer d'être. Mais il y a d'autres moments, il y a des semaines entières, c'est comme, Colin, je ne suis pas capable de même faire check, ça c'est fini, tu sais, ma liste, elle baisse jamais, elle fait juste continuer à accumuler. Donc, ça, ce qui est intéressant avec cette courbe-là, un chercheur en 79, mais c'est encore d'actualité, montrait, vous voyez la zone grise, ça, c'est la zone optimale. Ça, c'est « we're in the zone ». Ça, c'est où est-ce qu'on est le plus productif. On peut continuer puis encore être productif, mais rapidement, ça ressemble à une courbe normale, mais rapidement, avec la stratégie de travailler plus, on risque de crasher. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vers la fin de la courbe, on s'enligne vers l'épuisement professionnel puis la dépression chronique. Donc, la stratégie que les directions, comme je disais au préalable, que les directions se disent « Écoute, je travaille déjà 60 heures semaine, je ne suis pas capable to meet the demands. Par conséquent, je vais juste travailler plus. » C'est contre-productif. On le sait depuis longtemps, mais même si on le sait, c'est notre stratégie de base d'aller vers travailler davantage. OK, on y va avec le positif. Fait que, qu'est-ce que la résilience? Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, c'est vraiment être en mesure de, face à l'adversité, dans les moments difficiles, c'est quoi notre perception? Est-ce que je le vois comme étant, OK, oui, c'est difficile, mais j'ai quelque chose à apprendre de ça, puis je vais me relever? Ce que je dis souvent, pour expliquer aux parents, des fois, ce que je leur expliquais, c'est, si tu es au centre d'achat, plein de monde, puis tu trébuches, vas-tu juste rester là, vitam aeternam? Ben non, je vais me relever. Voilà. C'est ça le concept de la résilience. Le problème, c'est pas que tu vas tomber, mais il faut que tu te relèves. Voyons donc, tu ne vas pas rester couché toute ta vie au milieu du centre de santé Eaton. Pas super propre à terre. Bon. Les facteurs qui favorisent la résilience, puis je vais vous faire remarquer, les premiers, c'est les facteurs environnementaux. Les relations personnelles positives, en avoir au moins une au travail, minimalement, c'est reconnu pour être efficace. Donc, même si ton environnement de travail, c'est difficile, si vous avez une personne à qui vous tournez, c'est un élément, un facteur positif pour bâtir votre résilience. Avoir un environnement sain et encourageant. Qu'est-ce qui est fun en tant que leader? You could set the tone. Puis éviter l'exposition au stress d'une manière répétée et hors de votre contrôle. Donc, quand, du stress, ça l'arrive. Des événements inattendus, ça l'arrive. Mais si on est capable de regarder dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, y a-t-il des éléments là-dedans qui ne m'appartiennent pas, que je peux-tu enlever de ma liste? Parce que honnêtement, je la tiens sur ma liste, mais c'est comme une épée de Damoclès. C'est pas fait, c'est pas fait. Oui, mais c'est-tu dans ton contrôle? Non, mais c'est pas fait, c'est pas fait. Si vous êtes capable de vous enlever ces éléments-là, ça va vous aider beaucoup dans votre résilience. Des facteurs psychologiques. Ce qui est intéressant, c'est que l'exercice physique ici, même si c'est un facteur psychologique, c'est parce que les exercices physiques, ça a été démontré que ça l'aide au niveau de notre esprit mental. Donc, moi, malheureusement, et je le dis avec sincérité, que la seule chose qui me sort de ma tête, c'est des exercices. Puis, c'est parce que j'aime pas faire des exercices, mais j'aime la résultante. Bien, ça, on va y revenir. Donc, ces facteurs sont des pistes de solutions pour la manière de développer ma résilience à l'école, mais aussi ma résilience dans ma vie en général. Donc, développer des relations saines, prioriser vos activités, puis adopter le modèle des athlètes professionnels. Je sais, vous êtes comme des athlètes professionnels. C'est vraiment intéressant, on va voir ça.
Donc, quand on parle de développer des relations saines à l'école, vraiment, ça a été démontré d'être le facteur le plus important pour développer votre compassion satisfaction, donc pas de prévenir, on ne peut pas prévenir la fatigue de compassion, mais au moins, ça va s'assurer qu'on va avoir le soutien nécessaire dans les moments difficiles. Donc, c'est l'élément positif. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Dufour, avec son petit air coquin, va nous parler de briser l'isolement. Souvent, lorsqu'on se retrouve en autorité, plus on monte dans la hiérarchie, plus on se sent, on est isolé. Donc, d'où l'importance de vraiment développer un concept d'équipe et de façon, dans le fond, conviviale, mais aussi de façon naturelle. Il y a un échange par rapport aux enjeux. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant? Il y a beaucoup ici. Je vais vous en parler après. Donc, l'autre point important, c'était prioriser vos activités. Donc, M. Dufour va nous parler de, lui, comment il s'y prenait pour prioriser et comment lâcher prise pour les choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle. C'est d'établir des priorités et d'établir surtout une structure décisionnelle par rapport à quelles sont mes priorités. J'utilise, moi, souvent la méthode du cadran. Qu'est-ce qui est important et urgent? Qu'est-ce qui est important et non urgent? Qu'est-ce qui est important mais qui peut attendre, etc. Donc, ça aide beaucoup à définir un peu les priorités et à gérer de façon efficace une situation ou une problématique. Ce que je trouve ça vraiment malheureux que ça l'ait freezé pour lui sur cette image-là, mais si... Je n'ai pas fait exprès, je suis désolée. Mais si on regarde le cadran, ce cadran-là, il y a plusieurs versions. Ça dépend des auteurs que vous lisez. Cette version-ci a été tirée de Stephen Covey. Mais ce que j'aime, quand j'écrivais la boîte, pas important, pas urgent. Mon Dieu, t'imagines-tu? C'est comme ta poubelle, dans le fond. Pas important, pas urgent, donne. On l'oublie. Ça, c'est l'équivalent de votre lâcher-prise. Aussi, de se rappeler, toujours selon Covey, que dans toute situation, on a toujours un pourcentage de contrôle. Encore une fois, je ne vous invente pas la roue. Donc, dans toute situation, 50 du temps, vous n'avez aucun contrôle. Donc, par exemple, dans l'activité ce matin, quand on a commencé avec les photos, je me suis dit, tu sais, 1 minute, ça va être cocasse. Ben non, écoute, je ne m'attendais pas. Le 50 pour lequel je n'avais pas de contrôle, c'est comment ça allait générer beaucoup de bonheur instantané. Puis j'étais prête à vous ramener à l'ordre. Vous êtes vraiment positionnel, mais c'est correct, j'aime ça. Je le suis moi-même. 35 où est-ce que j'ai du contrôle, je me suis mis à circuler. Tu sais, hey, on va se calmer, on va revenir, j'ai des choses à dire. Mais quand même, vous aviez, tu sais, c'était interaction. Vous aviez quand même, tu sais, un gros poids au niveau de la situation. Le 15 pour lequel j'avais 100 de contrôle, et ce que j'ai décidé d'adopter, j'avais plusieurs choix. J'aurais pu juste partir. Je dis, écoute, ils ont du fun, j'ai fait ma job, ils sont heureux. Ou je me suis dit, tiens, je vais juste continuer, puis quand ils vont être prêts à revenir, ils vont revenir. C'est adult learners, it is what it is. Donc, dans toute situation, il y a ce potentiel-là. Qui ici a un horaire chargé? Oui. Qui ici prend 1 heure de dîner avec la musique de détente? Oui. Je sens que non. Non? OK. Alors, Geneviève Marleau, encore, c'est une nutritionniste, fait partie des différentes capsules qui vont vous être offertes. Voyons. Il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est sûr qu'on pourrait y aller avec 3 gros repas, mais pour quelqu'un qui a un horaire de travail plus chargé, des fois, c'est préférable d'y aller avec 5 à 6 petits repas par jour. Qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est pas de sauter un repas. À ce moment-là, c'est sûr que ça va réduire le métabolisme, ce qui veut dire qu'on va dépenser moins d'énergie pour faire nos tâches normales. Puis, il faut garder un maximum de 3 à 4 heures entre chaque repas et collation pour garder, encore une fois, un bon niveau d'énergie, puis aussi prévenir les fringales en soirée. Fait qu'un bon exemple de faire ça, ça pourrait être garder le déjeuner et le souper dans des repas qui sont plus à des temps réguliers et des moments en famille, mais de changer, au lieu d'avoir un gros lunch à un moment dans la journée, de diviser cette nourriture-là en 2 à 3 petits mini-repas qu'on pourrait appeler, puis collation. Encore une fois, c'est pas moi qui ai décidé de faire freezer la photo de la sorte. Juste pour clarifier, quand elle parle
2 à 3 collations, des mini-repas pendant la journée, puis de ne pas manger de 3 à 4 heures entre les mini-repas. Je trouve ça difficile à concevoir, comment que je peux manger 6 fois, puis donc dans ma journée, je vais me réveiller la nuit pour... Fait que je me suis dit, non, ça c'est ton cerveau critique, arrête. Le concept, c'est, prends un temps, ne serait-ce que de 5 minutes, puis un 5 minutes authentique pour manger. Ça a l'air banal, mais il n'y a pas grand monde ici qui mange 5 minutes. Puis s'il y en a, ou qui saute un repas parce que j'ai juste pas eu le temps, ou je prends une barre de chocolat vite parce que je fais... Donc, quand on parle de modéliser, de dire toute urgence, à moins qu'un enfant... Il y a des urgences qui vont faire en sorte que non, on a un jugement professionnel, là, mon 5 minutes, je vais le prendre tantôt, mais souvent, il y a des urgences qui ne sont pas si urgentes que ça, qui t'empêcheraient de prendre un 5 minutes, ou est-ce que je n'ai pas d'électronique, je ne suis pas en train de répondre à des courriels, je ne suis pas en train de parler au téléphone pendant un vrai 5 minutes. Puis ça, c'est un défi que je vous lance. Il y a des gens qui sont meilleurs à le faire que d'autres. Moi, je ne peux pas dire que je suis très... C'est une stratégie à développer. Donc, c'est très positif de voir de quelle façon qu'on peut développer nos stratégies pour lesquelles on trouve particulièrement important. Donc, quand on se dit « je suis trop occupé », je travaille 58 heures selon les données, je travaille 58 heures en moyenne par semaine. Il te reste combien de temps dans ta semaine? Ce qui est drôle, c'est que dans la capsule, je les ai écoutés cette semaine, on les a reçus cette semaine, puis je me suis donné comme exemple, dans une semaine, il y a 168 heures. Que tu sois Oprah Winfrey, que tu sois Brad Pitt, que tu sois Alexandra Fortier. Quand je me suis écoutée, je me suis vraiment mis en position avec des grands noms, mais c'est juste parce que j'ai manqué d'inspiration, je vais juste dire mon nom. Mais c'est vrai qu'on a 168 heures, peu importe qui qu'on est. Donc, s'il y a 58 heures là-dessus que c'est pour le travail, puis que si hypothétiquement, on dort 8 heures par nuit, je dis hypothétiquement parce qu'on peut vivre de l'insomnie ou on peut être comme moi j'adore dormir. Je ne dors pas beaucoup présentement, mais en temps normal, j'adore dormir. Donc, si je pouvais passer 10 heures au lit, je le ferais. Mais il te reste tout un autre bucket, dans le fond, de temps. Donc, dans ce cas-ci, vous resterez, si on dort 8 heures par soir, je travaille 60 heures par semaine ou 58 heures par semaine, il me reste 54 heures pour moi, pour travailler l'intégration. Puis oui, ça l'inclut tout, ça inclut mes déplacements, ça l'inclut quand je fais la bouffe, mais si je le fais avec intention, puis ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est quand vous décidez de faire quelque chose, si vous le faites avec intention, ça fait une grosse différence. Ah, mais ça, j'ai eu une belle surprise quand que notre experte en sommeil, qui est dans vos capsules. Un des mythes les plus importants qui circulent au niveau du sommeil, c'est celui que tout le monde a besoin de 8 heures pour être productif au travail. Je dis que c'est un mythe parce que c'est faux de penser qu'on a besoin de 8 heures pour être productif au travail. En fait, il faut plutôt penser au sommeil comme étant un continuum. Le besoin naturel de sommeil peut varier de 5 heures à jusqu'à 10 heures de sommeil. Il y a des gens qu'on appelle des petits dormeurs et il y a des gens qu'on appelle des gros dormeurs. Des gros dormeurs, pour être productifs au travail, ou en fait, on pourrait dire pour fonctionner de façon optimale, vont avoir besoin de 9-10 heures de sommeil. Des petits dormeurs, des chanceux, vont avoir besoin de peut-être 4-5 heures de sommeil. Il faut faire attention, ce n'est pas des insomniaques, c'est vraiment des gens qui vont avoir besoin de pas beaucoup dormir. Donc, 4-5 heures, 6 heures de sommeil, c'est suffisant, puis ils vont fonctionner de façon optimale. Le gros de la population, en moyenne, vont avoir besoin de 7, 8, 9 heures de sommeil. On dit que c'est la grande majorité des gens, mais ça va varier beaucoup de 5 à 10 heures de sommeil en général. L'important, pour bien fonctionner, c'est de combler son besoin naturel de sommeil. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, je suis une grande dormeuse, mais quand on pense à la diapositive précédente, où est-ce qu'on voyait c'est quoi la répartition de notre temps, bien, les gens qui dorment, qui ont juste besoin pour être optimal de 4-5 heures, c'est vrai qu'ils sont chanceux. T'imagines-tu tout le temps de plus qu'ils ont versus moi, qui, je suis certaine que j'étais un ours dans une vie antérieure, parce que si je pouvais hiberner, je le ferais. J'adore dormir. Donc, moins de temps dans mon 168 heures par semaine. La troisième option, c'est vraiment d'adopter le modèle des athlètes professionnels.
Le modèle des athlètes professionnels, donc ça, c'est une analogie que le docteur Posen parle. C'est un professionnel, un médecin de la région de Toronto. Mais il y a plusieurs autres auteurs qui parlent des trucs similaires. Mais ce qui explique, c'est qu'un athlète professionnel ne peut pas être optimal dans sa performance s'il est tout le temps, si on prend un joueur de hockey, c'est tout le temps sur la glace. Tu sais, si pendant une période de temps, supposons qu'une game de hockey là, durait 60 minutes puis que le joueur il était sur la glace pendant 60 minutes, on peut se dire qu'il serait peut-être vraiment fort au début, mais qu'à la fin, tu sais, les joueurs seraient fatigués puis c'est comme « Oh, vas-y dans la bande, j'y vais pas, là, je suis correct. » Donc, vraiment, pour s'assurer que les joueurs sont toujours optimales, il y a des rotations, il y a des il y a des pauses entre les périodes, il y a des pauses entre les matchs, il y a des pauses entre les saisons. Donc, en ayant ces pauses-là régulières, on fait juste se ressourcer. Encore une fois, si on le fait avec intention, dans notre journée, donc notre 5 minutes de manger, ça fait partie de, écoute, si je suis un joueur professionnel, si je ne prends pas ces 5 minutes-là dans ma journée, vraiment, à quel point je vais être optimale à ma fin de journée. Donc, pensez à vous de cette façon-là, parce que souvent, quand on est dans un rôle d'une profession aidante, donc c'est vrai quand on est professeur, c'est vrai quand on est direction adjointe, direction, surintendance, quand on est dans une profession aidante, on est notre propre outil. Donc, si on ne prend pas soin de nous d'abord et avant tout, on ne pourra pas vraiment aider les autres autour de soi. Mais notre tendance naturelle, c'est d'abord aider les autres, puis moi, je viendrai après. Qui ici qui est sauveteur? Ah, je ne suis pas toute seule, OK. 2, ah oui, c'est vrai. Donc, le principe, un sauveteur, lifeguard. Quand on est sauveteur, la première chose qu'on apprend, c'est que si tu n'as pas rien pour aider quelqu'un qui est en train de se noyer, puis tu n'as pas les compétences, va pas, parce qu'à la place d'avoir un noyé, il va avoir 2 noyés. Donc, c'est dur à concevoir, puis c'est des choix difficiles, mais on se rend compte, tu sais, je ne vais pas aider personne si moi, je suis en train de sombrer. Notre physiothérapeute, qui fait aussi partie des capsules, Diane Courtemanche. Oui, c'est bien important de bouger pendant toute la journée parce qu'on développe des conditions, on développe des problèmes d'épaule, on développe des tunnels carpiens. Puis souvent, ces conditions-là, les conditions d'épaule, les conditions de tunnels carpiens chez les gens qui travaillent à un bureau, souvent, ça vient... La grande majorité de ces gens-là, leur problème vient du cou avant tout. Donc, la posture, c'est de base. Et en ayant une bonne posture au niveau du haut du dos et au niveau du cou, on évite un paquet de problèmes qui pourraient arriver dans le futur. Moi, je conseille toujours aux gens qui ont un travail de bureau d'essayer de bouger pendant la journée. Donc, au lieu d'appeler quelqu'un qui se situe dans le même bâtiment, mais pas nécessairement au même étage, au lieu de lui téléphoner ou de lui envoyer un courriel, pourquoi on ne se lève pas et qu'on ne va pas les voir? Fait qu'on profite de l'occasion qu'on a de communiquer avec cette personne-là pour aller bouger un peu. Ce que je trouve intéressant de la capsule de Mme Courtemanche, c'est qu'elle parle souvent de posture. Et je vous inviterai à remarquer, quand vous allez écouter sa capsule, à combien de reprises, moi, c'était systématique, elle parlait de sa posture, je me rendais compte, j'étais de même devant mon ordi. Tu sais, Mr. Burns, des Simpsons, j'étais tout à fait de même. Puis elle disait, votre posture est super importante. Bien oui, c'est vrai qu'elle est importante. Continuez à parler. 2 secondes après, j'étais revenue. Je n'avais jamais remarqué, ce n'était pas important pour moi, la notion de posture. Puis, mon Dieu, j'en remarque quelques-uns d'ailleurs qui sont vraiment assis beaucoup plus droits que vous l'étiez tantôt. Donc, c'est gentil rappel. Ah oui, non, c'est intéressant. Vous devriez venir en avant tantôt. Tu sais, quand il faut bouger, à la place de m'appeler ou me texter, tu sais, venez me voir. Quand on parle des 5 voies de la résilience, parce que pour devenir plus résilient, ce que je recommande, c'est commencer là où est-ce que vous avez plus de facilité. Parce que d'entamer des nouvelles stratégies, ça peut être effrayant. On peut le résister, je n'ai pas besoin de ça, ça ne sert à rien. En tout cas, les excuses sont multiples et je suis certaine que je vous bats tous, juste parce que je suis compétitive, mais en termes d'excuses pour ne pas faire des activités physiques. Donc, parce que c'est la composante que je trouve le plus difficile, bien, j'ai plus tendance à regarder qu'est-ce qui va me nourrir autrement.
Donc, on a d'autres options. Ce n'est pas juste les exercices qui vont nous aider. On a l'émotion, se stimuler intellectuellement. Tu sais, je ne dors pas pour une grande dormeuse pour faire mon doctorat, mais je tripe. C'est tellement intéressant. Sérieusement, si vous ne l'avez pas déjà, votre doctorat, je vous le recommande. C'est super le fun. Surtout si vous êtes des petits dormeurs, écoute, win-win. Relationnel. Ce qui est intéressant, quand on est en train de sombrer, dans les moments qu'on trouve plus difficiles, c'est quoi la première chose qu'on fait? On se retire. On veut pas interagir avec d'autres. C'est comme j'en ai tellement sur mon assiette, je suis bombardée de tout bas, de tous côtés pendant ma journée. S'il y a quelqu'un d'autre qui me demande d'autres choses dans ma journée, je vais peut-être exploser. Puis ça, c'est peut-être juste moi. Je pense pas. Mais c'est une tendance naturelle chez une profession aidante. Quand on donne, d'être en relation avec d'autres gens, on a l'impression qu'on continue à donner. Cependant, c'est la stratégie, les relations, c'est la stratégie. Voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Pas de base. Par excellence. Par excellence, mon Dieu, c'est une révélation. Les relations, c'est la stratégie par excellence pour justement ne pas sombrer plus loin. C'est juste de s'assurer que c'est des stratégies, des relations positives. Donc, des fois, il faut faire des choix difficiles. Il y a des relations dans nos vies qui sont drainantes, qui ne sont pas positives. Bien, tu sais, dans la boîte, là, selon ce que M. Dufour nous expliquait, là, la petite boîte bleue en bas, là, que pas important, pas urgent, ces relations plus néfastes devraient tomber dans cette boîte de priorisation-là. Vraiment prioriser les gens qui nous font du bien. Donc, si on voit qu'on commence à se distancer, un drapeau rouge. La spiritualité. Puis la spiritualité n'est pas nécessairement une question de religion, ça peut être d'autres formes, mais c'est vraiment important de sentir qu'on a une raison d'être qui est plus grande que soi, que de notre quotidien. Excuse-moi. Mais on a déjà un bon début. Donc, selon la même étude du Dr. Pollock, ce qu'elle disait, c'est que les gens, quand ils disent « c'est quoi les stratégies que vous faites pour vous faire du bien », écoute, le premier, c'était de passer du temps avec sa famille, ses amis, discuter avec ses collègues, faire des activités physiques, écouter la télévision ou des films d'une façon modérée, lire, écouter de la musique. Cependant, les chercheurs, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était tellement beau qu'ils ont l'impression que les participants ont peut-être répondu pour avoir le desirability factor. Donc, tu sais, ça sonne bien, fait que c'est ça que je fais. Mais en réalité, ce qu'ils ont aussi trouvé, c'est que 29 % des répondants disaient qu'ils s'automédicamentaient avec de l'alcool le soir, d'une façon excessive. Donc, quand même, c'est un gros pourcentage, 30 % d'entre vous, qui... Non, mais c'est pas vous, c'est les anglophones. Nous autres, on est contents. Donc, entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, c'est ça qui est intéressant. Ici, qui ici, là, c'est nouveau pour vous, ce que je vous dis? Right? On le sait tous. Qui ici l'applique à tous les jours de leur vie? Voilà l'écart. Puis même moi, je ne peux pas lever ma main. Il y a des moments où oui, je le fais, je suis super bonne. Mais il y a des moments où est-ce que tu en as tellement, des crunch time que j'appelle, que tu n'as plus le temps, tu n'y penses plus, puis tu te mets en second plan. Donc, il y a des gens qui ont toujours su, oui, c'est super, mais qui n'ont jamais rien adopté comme stratégie saine. Puis j'ai peine à croire qu'il y a, dans une vie entière, on n'a jamais adopté de stratégie saine. Il y a toujours quelque chose dans notre vie, à un moment ou à un autre, qu'on était particulièrement fiers. Puis, hey, ce moment-là, moi, je faisais des exercices. OK, c'était 10 minutes, 15 minutes par jour, mais je bougeais. 10 minutes, 15 minutes, c'était le moment où je me sentais le mieux. Ça à terre. Je me suis blessée au dos. J'ai eu la mauvaise idée de faire mes propres rénovations. Puis, à cause de ça, j'ai eu un tweak. Ma jambe est engourdie. Je dis, je ne peux plus faire mes exercices, c'est correct. Je vais faire de la natation, je vais faire d'autres choses. Je n'ai pas rien fait de ça, ça ne me tentait pas. Donc, parce que c'est facile de perdre notre habitude, puis après ça, de se rembarquer, ça peut paraître une montagne. Mais la raison pourquoi je vous donne cet exemple-là, c'est souvent, on a l'impression on part de zéro. Mais on ne part pas de zéro. Regardez dans votre vie ce que vous avez déjà fait, puis ce que vous avez déjà aimé. Puis ce n'est pas obligé d'aller au gym et d'avoir un abonnement. Ça peut être d'aller prendre une marche. Ça peut être de lire un bon livre. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être, « la mer à boire. Essayez juste de voir pour vous qu'est-ce qui résonne.
Mais là que le stress peut s'emparer de vous, comment qu'on peut y remédier, puis par où qu'on commence? Donc, avant tout, on commence par, c'est quoi notre but? Notre vision, c'est à la fois notre point de départ, mais c'est aussi notre point d'arrivée. Donc, ça fait un loop. Notre vision, c'est ça qui nous reste groundé. Parce qu'on ne peut pas savoir ce sur quoi on veut travailler si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. C'est notre chemin. Puis le chemin peut être de même, mais on a quand même une cible. Ce qui est intéressant dans toutes les capsules que vous allez voir, pas aujourd'hui, mais sur votre temps personnel, il y a un message commun dans toutes les dans tous les clips. D'abord, prenez le pouls de c'est quoi votre situation actuelle. On ne peut pas changer ce qu'on ne remarque pas. Donc, l'exemple que je donnais tantôt, où est-ce que la physiothérapeute nous parlait, c'est important de votre posture. Je n'ai jamais remarqué, ça avait l'air de quoi ma posture. Mais chaque fois qu'elle le mentionnait, oups, je vais me redresser. C'est important, ça devrait l'être. Fait que comment que je vais faire pour me faire des triggers pour que je m'en rappelle? Un autre petit message de M. Dufour. Une chose qu'on relate de nos jours au niveau des leaders, c'est qu'ils sont très pris dans la spontanéité et à agir de façon prompte par rapport à une situation. L'important, je pense, et peut-être ça vient sûrement avec l'expérience, mais des fois, c'est de prendre un peu de recul et définir les enjeux, définir les acteurs, leurs priorités à ces personnes-là pour pouvoir, que ce soit des parents ou que ce soit le conseil scolaire et autres, c'est important justement d'être stratégique. Donc, c'est difficile d'être stratégique quand on a le nez collé sur l'arbre. On ne voit pas la forêt en entier. C'est des expressions qu'on connaît, mais en même temps, ça nous aide à conceptualiser c'est quoi qu'on a besoin de faire, pourquoi c'est important de prendre un moment. Puis, M. Dufour nous parle de d'autres stratégies dans sa capsule. Je n'ai pas fait l'entièreté, mais il donne des bonnes idées de comment on peut s'y prendre justement pour prendre ce recul-là. Un autre fil conducteur, ce qu'on demande, c'est commencer petit. Essayez pas de dire hey, « moi, je veux faire un marathon. Dorénavant, la semaine prochaine, je m'inscris au marathon de Toronto qui a lieu dans 2 semaines. » Peut-être que dans 1 an, tu pourrais t'inscrire au même marathon, mais de te pratiquer jusque-là. Si tu veux avoir un succès, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, j'ai aucun intérêt à ça, mais l'idée, c'est de faire le premier pas, de se créer des déclencheurs. Donc, tant qu'il n'y a pas des moments dans notre vie qui vont faire en sorte qu'on va se dire « ça, c'est important pour moi, puis dorénavant, je vais le faire », pour changer une habitude. Toutes vos vieilles habitudes sont bien ancrées, puis on aime ça être douillet puis rester dans nos habitudes courantes. Donc, quand on veut changer quand on veut adopter une nouvelle habitude, la littérature dit qu'on doit l'adopter pendant au moins 21 jours consécutifs pour que ça devienne naturel. Donc, quand j'ai commencé à m'entraîner, moi, d'aller au gym, encore une fois, je suis la reine des excuses. Je sais que les exercices me font du bien. Cependant, l'idée de sortir, d'aller au gym, tu sais, l'hiver, il fait froid, j'aimerais mieux être couchée. Non, ça ne me tentait pas. Mais l'Internet est fabuleuse. J'ai trouvé des vidéos en ligne de 10-15 minutes, workout facile, je fais ça dans ma chambre. Mais encore là, même si c'était super facile, puis j'ai enlevé toutes les excuses potentielles, je ne le faisais quand même pas. Fait que je me suis créé l'habitude ultime, le trigger ultime. Oh oui, je sais, tu as hâte de le savoir. Oui, je sais, t'es dedans. J'aime prendre un bain. Je vous le dis, là, les bains, là, pour moi, à la fin d'une journée, là, c'est comme ah. Mais avant de me rendre là, il fallait que je fasse mes exercices. Fait que je voyais mon bain qui m'appelait. Je suis comme non, je vais le faire mon 10-15 minutes. Mais à cause de ça, ça me forçait d'aller faire ce que je voulais. J'ai une de mes amies, elle aime le whisky. Et elle, sa stratégie, elle a un treadmill chez elle et elle a fait comme un baromètre de combien que je dois courir pour que je boive mon verre de whisky puis que c'est correct. Fait que, tu sais, on a chacun nos triggers. Fait que, on a des objectifs différents. Mais soyez intentionnels aussi quand vous allez entreprendre une nouvelle stratégie. Si vous le faites avec intention, vous allez voir comme un better uptake. Voyons, je suis désolée, les mots ne viennent pas en français. Puis évaluez vos progrès. Donc, si après 21 jours, vous vous rendez compte, non, mais j'aime pas ça, c'est vraiment, c'est exécrable, arrêtez, essayez autre chose. Mais donnez-vous la chance au moins de l'essayer. Combien de fois qu'on entend nos profs dire
Bien, je l'ai essayé, ça. OK, combien de temps tu as essayé? Bien, j'ai essayé 2-3 fois, là. OK, essaye-le un petit peu plus longtemps, mais c'est vrai pour nous aussi. Donc, donnez-vous la chance de l'essayer. Évaluez après, ça a-tu valu la peine? Oui, non. Oui, continuez. Non, trouvez-vous une autre option. Donc, le processus vers un changement, c'est simple, puis c'est durable. Donc, parce que c'est un cycle, on ne réinvente pas la roue, puis on s'assure qu'on se tient toujours face à notre vision, face à notre boussole. Donc, de penser à, c'est quoi votre situation actuelle? C'est quoi votre vision? C'est quoi votre situation actuelle? Donc, moi, je veux me rendre là, je veux courir un marathon, mais présentement, je préfère rester couché sur mon divan en train de manger des chips. OK. Comment que je peux faire entre mon état actuel et mon état désiré? Bien, je me fais un plan d'action. Bien, écoute, si je veux courir un marathon, je suis vraiment loin de ça présentement, c'est quoi les étapes que je dois prendre pour au moins commencer? Puis commencer, encore une fois, avec un changement à 1 %. Parce que si vous commencez avec quelque chose, parce que des fois, on devient super motivé. Tu sais, le mois de juin, au mois de janvier, excuse-moi, après le temps des fêtes, là, la résolution annuelle qu'on fait, que ça dure 2 semaines, puis après ça, on ne fait plus rien. Mais on était donc motivés les 2 premières semaines, puis on est au gym à 2 heures de temps tous les jours. En tout cas, c'est pas moi, je n'ai jamais fait ça, mais je connais des gens pour qui ils l'ont fait. Puis après ça, encore une fois, faites l'évaluation d'où vous êtes rendu. Pour vous aider dans ce processus-là, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais ce que je vous invite à faire, il y a un guide qui va vous être offert, un guide d'accompagnement qui vous passe au travers des différentes étapes. Il y a des activités, des stratégies de réflexion qui est offerte par la DFO, qui va vous aider justement à déterminer entre ce que je dois faire et ce que je veux faire. Parce que trop souvent, on se dit « il faut que je fasse ça ». Puis si vous vous entendez dire « il faut que je fasse quelque chose », c'est clair que vous n'allez pas le faire. Donc, écoutez aussi la façon que vous parlez par rapport à une stratégie quelconque. Commencez par quelque chose qui vous tente. Encore, l'expression « dig where the ground is soft », super important. Mais ce qui est le fun avec le changement, souvent on est résistant par rapport au changement, mais des fois on a des bonnes surprises qui nous attendent. Puis quand j'ai écouté les clips de notre nutritionniste, j'ai appris quelque chose qui m'a fait bien sourire et je vous le partage. Oups! Non, je ne vous le partage pas. Merci. Non, je vous le partage. Voyons. Voilà. Donc, on recommande souvent un 8 verres d'eau par jour, mais ça n'a pas besoin d'être exactement de l'eau. Mais aussi tout ce qui est les jus, le lait, n'importe quoi qui est liquide. Donc, même les soupes ou qu'est-ce qui deviendrait liquide à température de la pièce. Donc, une crème glacée même pourrait compter pour un liquide, le lait dans les céréales. Donc, à ce moment-là, on retrouverait nos liquides dans ces aliments-là. La seule chose, c'est que c'est certain que l'eau reste notre breuvage de préférence, simplement parce qu'il n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre, puis c'est naturel. Non, mais ça, c'est le fun. Hey, dans mes 8 breuvages que j'ai dans la journée, si je laisse la crème glacée fondre puis je bois ça, ça compte. C'est dégueu, mais ça compte. Fait que, des fois, on peut être surpris par le changement puis de rester ouvert à ce qui nous attend. Est-ce que, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'aimerais savoir s'il y a des questions, s'il y a des compliments. Je suis ouverte. Vraiment, les compliments, je suis très, très ouverte. Non? On est... Bien, merci beaucoup.